tous, merci d'être présents aujourd'hui, merci d'avoir patienté un petit peu le temps qu'on se mette en place. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à être venus ici, mais aussi remercier ceux qui sont en ligne. Sachez que vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin. Donc là, on est parti pour environ 45 minutes d'échange. Aujourd'hui, on a voulu vous rassembler parce qu'on a beaucoup d'infos sur les JO en tant que professionnels du secteur. On est un peu submergés. Et on voulait prendre le temps avec vous d'échanger, de poser les vraies questions, celles qui vous concernent et nous concernent aussi, et concernent tous ceux qui sont à mes côtés, et surtout partager des conseils qui soient actionnables et vraiment des choses avec lesquelles vous allez pouvoir repartir aujourd'hui. On a aussi la volonté de vous faire prendre la parole, donc s'il y a des thèmes que vous voulez aborder peut-être sur les JO, n'hésitez pas à nous les partager. Est-ce que déjà dans la salle, vous avez des grosses questions là, des points dont vous aimeriez qu'on discute ? Non, et on va continuer. Du coup, aujourd'hui... Ah, ça me... C'est peut-être un peu loin. Oui. Du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Simon Dauphin. Donc, Simon, il est restaurateur et aussi consultant en restauration chez KPMG. Donc, il a cette double casquette qui va lui permettre de répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. On a aussi Denis. Donc, Denis, peut-être que tu voudrais te présenter, dire 2-3 mots. Chef italien, restaurateur à Paris. Voilà, j'adore manger, c'est pour ça que je fais ce métier. On a aussi Laura, donc Laura du côté de Lightspeed, qui est directrice commerciale pour Lightspeed France. Et Thomas, donc cofondateur de ZenChef, qui nous accueille ici dans les bureaux. Donc, c'est le premier événement qui nous permet un peu d'inaugurer avant l'heure l'espace 63, qui pourra accueillir par la suite beaucoup d'événements comme celui-ci. J'aimerais commencer avec un petit chiffre clé. Donc c'est un chiffre que vous avez peut-être déjà vu et revu un peu partout, 15,3 millions de visiteurs qui sont attendus pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces visiteurs? Pas grand-chose, qui sont pas encore là. Mais ça fait quand même beaucoup de monde à accueillir d'ici quelques semaines. On est un peu moins de 100 jours des JO. Donc, est-ce qu'on est capable de les accueillir? Comment les accueillir? Simon, est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes insights sur tous ces visiteurs? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, tu penses? Oui, je pense qu'après, chaque restaurateur aura sa réponse. L'idée, le maître mot, là, l'échange se voudra vraiment très, très ouvert et n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. Mais on a déjà parlé un petit peu tous les quatre avec des regards qui sont différents. Moi, personnellement, je suis basé à Lille, donc je le dis pour des personnes qui sont en ligne ou même ici, on peut dézoomer de Paris potentiellement. Donc je pense qu'on est prêt. Après, on est prêt, mais on n'a jamais vraiment prêt. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent. La réalité, elle se fera dans 3 mois. Finalement, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'anticiper un maximum. Ça paraît simple à dire et évident, mais je reprécise. Je m'embraye un petit peu sur l'aspect ressources humaines qui est quelque chose qui touche vraiment à tout le monde. On parle beaucoup des RH en restauration. On en dit beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas toujours pour parce qu'on dresse un tableau qui est un petit peu noir. Depuis le Covid, on ne peut pas recruter, etc. Oui, il y a des difficultés qui ont toujours existé. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne gère plus l'humain de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ça, c'est une certitude et celui qui ne veut pas l'entendre, ça risque effectivement d'être compliqué. Et je pense que dans cette même démarche, par rapport au JO, vous posez sans doute des questions de comment je vais recruter et si j'ai plein de monde et si j'ai personne. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il faut un réel principe de précaution, se tenir prêt. On ne va pas refuser du business s'il arrive en masse. En tout cas, pas d'embaucher des tonnes de CDI par anticipation, pas se dire que... Voilà, d'être plutôt prudent. Par contre, de ne pas hésiter à anticiper avec vos équipes. On se disait aussi le staff pour se déplacer, etc., comment ils vont faire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire un point en amont avec vos équipes, de faire des réunions ouvertes ou de ne pas laisser de zone d'ombre sur des difficultés qui pourraient exister ou peut-être que le staff se pose aussi beaucoup de questions sur ses venues, sur est-ce qu'il y aura des changements de menu, est-ce qu'on va changer la carte, comment ça va s'organiser. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, mais l'idée est vraiment un principe d'anticipation. Je pense que même si on se sait prêt, je pense qu'il faut vraiment anticiper sur tous les points, fournisseurs, RH, tout ce qu'on peut imaginer. Denis, toi, est-ce que tu as déjà fait ces petits points? Est-ce que tu as déjà un petit peu mis des choses en place chez toi? On a même commencé à faire des petits changements parce qu'effectivement, on parlait de la venue des salariés au restaurant. Donc, par exemple, chez Malraux, c'est mon restaurant qu'on a entre Bastille République, rue Froissart. Les équipes ont adopté le système des vélos denses. Donc, c'est des vélos qui ont
qu'on peut louer à 70 € par mois. Et maintenant, tout le monde se déplace presque en vélo. Plus de métro parce qu'il y a beaucoup de lignes qui sont soit saturées, soit fermées. Et donc l'accessibilité pour aller travailler, ça va être un peu plus compliqué. Il faut vraiment le prévoir à l'avance. Les vélos peuvent être aussi cofinancés par les restaurants, plutôt qu'un pass Navigo par exemple. Ou autrement, par le salarié s'il décide de le faire tout seul. Et pareillement pour les fournisseurs, parce que ça c'est un vrai sujet aussi. À savoir que pendant la journée, il n'y a aucune livraison possible, donc tout doit être fait la nuit. Il y a des créneaux horaires bien à respecter. Nous, de notre part, on a fourni les clés des restaurants et les codes d'accès d'alarme à tous nos fournisseurs. On a pris les devants, on les a contactés, on leur a fait le duplicata des clés pour leur expliquer que maintenant la marchandise, il ne faut pas qu'elle soit livrée juste devant à quai, mais à l'intérieur du restaurant. Et ça, c'est des dispositions qu'on prend déjà maintenant parce qu'effectivement, ça va très vite. Hein, ça va arriver très très vite. Pour ce qui est ensuite, effectivement, le recrutement et tout ça, nous, on adopte plusieurs types de systèmes. Effectivement, on s'aide avec tout type de plateformes, mais aussi en interne, on fait beaucoup de coaching d'entreprise. Et nous, on adore utiliser un outil qui est pour nous indispensable aujourd'hui, s'appelle Enneagram, avec lequel on arrive à configurer, à voir plus ou moins 9 types de personnalités. Et avec ces personnalités-là, on arrive vraiment à former des équipes qui vont bien travailler entre eux, surtout des équipes parfois éphémères pour des événements ou pour tel type de restaurant. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien chez nous depuis maintenant 5 ans. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as aussi changé tes offres? Est-ce que tu as décidé d'adapter ça par rapport au JO? Comment tu sens un peu Alors, oui, c'est-à-dire à dire la vérité, depuis le Covid, pour moi, il y a eu vraiment 2 grosses phases de ma vie dans la restauration. C'est la première où j'ai appris effectivement auprès des plus grands chefs et j'ai ouvert mon restaurant, mon premier Ida en 2015, où j'étais très cartésien, très structuré, les choses il faut les faire de telle façon. Et forcément, je m'ai coupé un peu de tout le reste. Avec les Covid, j'ai eu un vrai changement psychologique parce que j'ai dû me réadapter, être un peu plus élastique aussi mentalement, essayer d'aller capter d'autres choses. C'est là où on a lancé effectivement la vente emportée, qui chez nous a très bien marché. D'ailleurs, elle marche encore aujourd'hui avec les plateformes et aussi aller chercher d'autres types de clients. On dépense beaucoup d'argent dans la communication. Ça, c'est un fait qu'on a mis en place avec le Covid. Et tout ça, ça nous permet vraiment déjà d'aller chercher aussi d'autres types de business à côté qui sont toujours inhérents avec la restauration. Je vais vous faire un exemple type. On livre ponctuellement 2 fois par semaine à Pantin chez Netflix des plateaux repas pour des structures. Donc on a déjà chez nous organisé en fait toute la marche à suivre dès quand on a des commandes comme ça, tu vois. Et ça c'est très important. Je l'avais pas avant et je me refusais de le faire avant. Et aujourd'hui ça prend beaucoup plus de pieds et comme on est presque peu à le faire, c'est quand même très bien, quoi. C'est quand même une valeur ajoutée aussi pour le business. Donc ça, c'est des choses que tu as déjà un petit peu mises en place, que tu as préparées, que tu pourras actionner si éventuellement tu as une demande. Ils sont déjà actionnés d'ailleurs. Ouais. Tout est déjà actionné. Autre chose qu'on fait déjà, c'est qu'on envoie toutes les semaines des mails. On récolte en fait énormément déjà avec ZenChef. On a aussi notre système qui s'appelle Epongo, qu'on a mis dans tous nos restaurants. C'est un QR code que vous avez au moment de l'addition et en fait tous les clients chez nous peuvent gagner quelque chose. C'est une roue de la fortune entre guillemets. Et il y a une action à faire avant de pouvoir jouer, c'est laisser en commentaire ou laisser vos coordonnées. Donc vous laissez vos coordonnées ou vous laissez votre commentaire et vous avez un cadeau de ma part. Ça peut être un livre dédicacé, une bouteille d'huile extra virgin d'olive, une coupe de champagne Laurent Perrier, donc c'est quand même des beaux cadeaux. Et grâce à ça, on a une banque de données où on renvoie tout le temps des mails, des messages. Je préfère les messages. À dire la vérité, les SMS, c'est beaucoup plus impactant. On le lit beaucoup plus qu'une newsletter qu'aujourd'hui on supprime dès qu'on la voit. Donc je préfère plutôt les SMS, beaucoup plus impactant. Et grâce à ça, on a effectivement beaucoup plus de demandes. Si je peux rebondir, en fait, dans tout ce que tu décris, Denis, tu es en train de dire que tu as eu le Covid qui était traumatisant, mais qui t'a forcé un peu à changer et t'adapter. Ouais, complètement, ouais. Et que là, les JO, ce qu'on est tous en train de se dire, on a beaucoup échangé tous les 4, c'est quelque part, c'est une occasion de ne pas subir comme un Covid, de devoir s'adapter, mais de pouvoir anticiper. On n'a plus que
3 mois, c'est ça? 2 mois, je me trompe pas. Mais voilà, sur cette partie anticipation, c'est maintenant que ça se joue. Il ne faut pas penser que c'est trop tard. Et vraiment, les tips, que ce soit sur le RH, sur réfléchir à son menu, que ce soit ses fournisseurs, c'est une chance de ne pas avoir le Covid comme on a eu, où c'était du jour au lendemain, il fallait s'adapter. Là, on a le temps d'y réfléchir, quoi. C'est tout à fait ça. Et surtout, il ne faut pas se braquer. Il faut aimer les changements. C'est-à-dire que je faisais l'exemple tout à l'heure avec vous. On a notre téléphone portable. Parfois, on n'a pas envie de le changer avec le nouveau parce qu'on a la flemme de remettre le numéro de téléphone, faire la connexion. On va perdre des photos, on va perdre des choses. Il faut faire l'iCloud. Je n'ai pas fait l'iCloud depuis une semaine. Attendez, il faut que je fasse. C'est un peu ça, en fait. On a toujours peur du changement et il faut que ça devienne une habitude, en fait. On est dans un monde aujourd'hui où tout évolue constamment, tout le temps. Et en fait, il faut que nous fassions pareil. Il faut aimer ça. Il faut s'efforcer d'abord au début. Mais plus on le fait, plus ça devient facile, en fait. Il ne faut pas se braquer et dire non, j'ai fait que mon truc, je fais que mon offre. Il faut essayer de s'élargir un maximum, d'aller trouver de nouvelles choses. Et je me permets juste de rebondir sur ça, c'est qu'on reparlait à nouveau des équipes, de les fidéliser, de leur donner envie d'être motivés pendant cette période. Incluez-les dès maintenant, parce que c'est toujours plus simple votre personnel va se sentir valorisé si vous les interrogez avant. Peut-être qu'ils ont des idées pendant le Covid finalement, pendant le JO de choses qui pourraient être mises en place. On parlait tout à l'heure de mettre un comptoir de glace si on est dans un lieu de passage éventuellement avec des retransmissions. Enfin, sollicitez votre personnel parce que déjà ils vont se sentir valorisés que vous les sollicitiez, et c'est toujours plus simple de le faire ensemble que de se le faire imposer 2 jours avant, de dire bon les gars, on a mis en place de la vente à emporter, on a mis un comptoir là, ce resto on le ferme, on ouvre que celui-là, toi je te mets dans celui-ci, donc incluez-les. Et on se disait effectivement, alors on parle beaucoup du Covid parce que sur ce côté un peu short terme qui se passe, mais c'est aussi l'idée de se dire vous allez avoir 1 mois à 2 mois, parce qu'il y aura quand même un effet aussi qui va se prolonger après les JO, pour faire des essais. C'est-à-dire que c'est aussi le moment de voir si cette offre aussi fonctionne, de voir aussi comment votre personnel y réagit, de peut-être donner la chance à quelqu'un de sortir un petit peu de l'eau, de donner plus de lead à un de vos staffs sur quelque chose. Donc il faut le voir vraiment comme cette opportunité-là, mais à nouveau par anticipation. Sollicitez vos équipes, ouvrez le bouquin, dites bon, comment les JO arrivent dans 2 mois, qu'est-ce qu'on fait, comment vous voyez les choses. Et ça paraît peut-être simple à dire, mais beaucoup vont se retrouver 2 jours avant, se dire bon, ok, on impose. Et là, je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour les équipes. Et en plus, les idées vont être bonnes à prendre de vos équipes. Ils connaissent aussi bien le restaurant que vous, donc je pense que ça peut être important aussi. Là, on parle de faire des tests, d'adapter son offre. Est-ce que Laura, tu aurais peut-être des petits conseils justement pour faire un peu le point sur ce qu'on propose? Oui, bien sûr. Je pense avant, alors tu vas me confirmer les chiffres, c'est toi qui regardais. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez tous un peu regardé les chiffres qui sont partagés sur un peu quoi s'attendre en termes de personnes qui viennent, tranches d'âge, etc. Je regarde, n'hésitez pas à faire oui ou non de votre tête. Non. Et là, tu me confirmes les chiffres sur les... Je suis avec toi. Allez, vas-y. De mémoire, on doit vraiment distinguer 2 types de visiteurs, porteurs de billets, non porteurs de billets. Les porteurs de tickets et ceux qui n'en auront pas. Et vas-y. Dans les porteurs de tickets, on estime que c'est plutôt du 35-40 avec un ticket moyen plutôt élevé. Et pour ceux qui ne sont pas porteurs de tickets, ce seront plutôt des 16... alors je le fais de mémoire, 16-25. Je crois que c'est quelque chose comme ça, avec un ticket moyen moins élevé. Et les attentes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les porteurs de tickets, vraisemblablement, seront proches des zones où il y a des événements sportifs, avec une volonté qui est de vraiment passer des moments de convivialité, donc manger, boire, faire la fête. À l'inverse, ceux qui ne sont pas porteurs de tickets vont plutôt aller sur des fan zones et seront plutôt sur des tickets moyens moins élevés. Donc si vous êtes en dehors, on va dire, des zones où il y a des événements, mais proches de fan zone, je pense que la stratégie est d'adapter, c'est-à-dire d'avoir un ticket moyen, des offres plutôt entrée de gamme pour pouvoir répondre aux besoins de ces consommateurs-là. Merci, je savais que tu aurais les bons chiffres. Tout ça pour dire que peu importe ce qu'on va vous dire là, c'est toujours à regarder dans l'angle de où est-ce que vous êtes situé, quel est votre type de restauration, et par rapport aux chiffres qui sont partagés, comment vous pensez que anticiper au maximum, mais pour être flexible au fur et à mesure. Par rapport à votre offre, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà réfléchi à est-ce que vous pensez faire un menu spécial JO? Est-ce que vous avez réfléchi à changer votre carte? Certains d'entre vous, je vois des oui, d'autres qui n'ont peut-être pas encore pensé. Là, nous, quand on échangeait, qu'on préparait à comment on peut rendre un peu actionnable cette table ronde, on s'est vraiment dit que les JO, c'est l'occasion de faire un bilan et de se réfléchir à sa carte, non pas seulement parce qu'il y aura un afflux de visiteurs un peu différent, mais parce que les livraisons sont plus compliquées, vos fournisseurs ont moins de créneaux pour venir.
Et donc, en effet, c'est l'occasion de simplifier sa carte. Comment on fait ça ? Il y a ce que vous en connaissez, il y a les outils digitaux que vous avez. Prenez le temps de regarder ce que vous vendez le plus, ce que vous vendez le moins. Si vous ne le faites pas déjà, c'est vraiment l'occasion de le faire, de retourner en arrière et de se poser les bonnes questions sur l'offre que vous avez déjà, parce que les JO vont être l'occasion de simplifier. Exactement, je pense que c'est effectivement, et ça recoupe avec ce que disait Simon, je pense que c'est le moment aussi de peut-être prendre un peu de recul, se dire ok, quelle stratégie définir, et donc ma stratégie produit, et comment associer finalement mes équipes pour faire en sorte de co-construire avec eux des nouvelles offres, une nouvelle stratégie. Denis évoquait le fait que devant Malraux, ils vont poser un comptoir à glace, quelque chose qui est nouveau. Donc ça veut dire aussi définir une personne qui va être honneur de ce sujet-là en interne. Il y a peut-être aussi des stratégies à mettre en place auprès des équipes. Voilà, peut-être des incentives à créer spécifiques sur des nouveaux métiers qu'ils n'ont jamais pratiqués. Voilà, donc il y a, je pense que c'est une bonne opportunité peut-être de se réinventer, tout ou partie, ça dépend après de vos affaires. Voilà. Et puis il y a peut-être un élément, et de toute manière on va vous partager la note qui a été faite par la mairie de Paris, mais il y a aussi un élément je pense important qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les estimations c'est que 65% des clients qui vont venir durant les événements des JO, on estime que 65% seront des familles. Donc ça interroge aussi sur la place qu'il faut laisser aux enfants dans les affaires. On n'est pas réputés, les Parisiens, pour avoir des offres qui soient adaptées aux familles. Donc, est-ce que ça veut dire aussi demain repenser, créer quelque chose pour pouvoir les attirer ? Ou sinon, ça veut dire qu'on les laisse peut-être à certaines typologies de restauration. La restauration commerciale, je pense, et peut-être moins de la restauration traditionnelle, service à table. Voilà. Donc, à méditer de votre côté. On n'a pas forcément de clé. Je pense que surtout, l'objectif, c'est de vous éveiller. On a pas mal potassé tous. Et l'idée, c'était de trouver des grands éléments. Il y a aussi un élément que moi, je souhaite vous partager, qui est qu'il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites suite au JO de Londres en 2012, et qu'il y a un élément aussi très intéressant qui ressort de cette étude, enfin des différentes études, mais il y a un élément intéressant, c'est que il avait été anticipé par le JO le fait que les touristes allaient venir et profiter des lieux culturels. La réalité, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. Ils sont venus, ils ont fait la fête, ils ont mangé, ils se sont amusés. Et je pense que c'est vraiment une fête, les JO. Et que, alors nous, d'un point de vue opérationnel, on se dit, OK, côté restaurateur, quelle peine, quelle difficulté on va avoir. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on va avoir des gens qui vont venir pour s'amuser, s'éclater, faire la fête. Et je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à conditionner les équipes, malgré les pénibilités auxquelles ils vont être confrontés sur les transports, malgré... Enfin, vous savez, l'État fait son travail, c'est-à-dire qu'il vous annonce le pire, comme ça, tout le monde sera heureux à la finale. Je pense qu'il faut se dire que rien ne sera catastrophique, en tout cas, on le souhaite tous, qu'il n'y ait pas de drame, mais voilà, et que finalement, ça sera une belle fête, et que on espère que tous vous aurez une activité qui sera florissante durant les JO. Donc là, on parle de famille, de faire la fête, de grands groupes. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en particulier pour ces gros groupes ? Je sais que Denis et Simon, vous êtes dans vos restaurants en capacité de les accueillir. Est-ce que vous avez mis en place des choses en particulier pour justement mettre en avant cette capacité d'accueil ? Okay. Mais nous, pareil, on a fait des plaquettes pour chaque restaurant. C'est-à-dire, on a créé une sorte de cahier électronique où on a mis dedans la capacité de chaque restaurant, combien de places assises, qu'est-ce qu'on peut offrir, est-ce qu'on peut offrir un salon privé pour 20 personnes, est-ce qu'on peut faire un cocktail dînatoire pour 100 personnes. Donc on a accueilli un peu toutes les informations avec les propositions aussi des menus qu'on peut proposer, les vins ou les cocktails qu'on peut proposer aussi avec, les prix qu'on propose également. Et après tout ça, pareil, on les envoie nous-mêmes grâce aux informations qu'on peut récolter chez ZenChef et aux informations qu'on récolte aussi avec Epongo. C'est toujours des choses que vous pouvez aller chercher par email, par numéro de téléphone et tout. Et on envoie ensuite en masse presque toutes les semaines, même si on réenvoie plusieurs fois. Et c'est comme ça qu'on peut capter parfois des groupes comme E2F qui a réservé chez moi une semaine complète du 3 au 10 août par exemple.
La Poste qui nous a demandé pareil mais ça c'est nous qu'on est allé les chercher, tu vois. C'est pas eux qui sont venus chez nous, c'est vraiment un travail où il faut montrer ce que vous faites, il faut vraiment créer quelque chose qui donne une transparence à votre restaurant et à votre vitrine pour que les personnes qui sont chez eux, qui doivent organiser une privatisation ou autre chose, qui peuvent venir facilement chez vous, quoi. C'est vraiment une facilité de transparence. Voilà, ça c'est très important, surtout la formule que vous allez proposer. Donc là, tu parles de gros groupes, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine anticipation. Mais même si demain, tu as une demande, en fait, tu es déjà prêt, tu as déjà de quoi leur répondre et tu sais comment actionner. Ben, pareil, maintenant, je suis devenu quelqu'un qui fait beaucoup d'événementiels également. Donc, par exemple, ce week-end, j'étais avec des amis, on a organisé les festivals Les Cercles à l'aéroport de Bourget, c'était samedi, dimanche. Et donc, nous, on a carrément une équipe aujourd'hui chez nous qui fait que ça, entre guillemets. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on déploie déjà depuis plusieurs années, toujours après les fameux Covid qui nous a permis de vraiment aller se lancer, aller chercher d'autres terrains pour ne pas être figé qu'un restaurant pur. Et après, on découvre plein de surprises parce qu'à fur et à mesure, tu t'améliores. Plus tu fais des choses, plus tu vas peaufiner ton offre, plus tu vas peaufiner aussi tes plats, tes prix, selon la population, selon là où tu es, selon l'endroit où tu te trouves. Donc tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte. On a Internet aujourd'hui qui nous donne beaucoup d'informations, la mairie de Paris aussi également. Il faut juste aller lire. Moi, je dis tout le temps, il y a deux choses qui peuvent aider les gens. Pour moi, c'est la lecture et courir. Voilà, c'est deux choses qui... Voilà, c'est exactement ça. Tu fais les deux, c'est parfait, tu es un gagnant. Lire et courir. Je reviens un peu sur la partie événementielle. C'est sûr que c'est ultra important. Comme on disait, le futur, on ne peut pas le prédire. Hein, l'occupation, l'événementiel, c'est votre matelas. Vous pouvez booker dès maintenant potentiellement de l'événementiel. Ça peut être du B2B, je pense aussi à du B2C. Demain, faire un peu de liens sponsorisés, à nouveau, ça paraît très simple, mais ça génère quand même beaucoup de business. Vous avez une salle privative, vous avez un espace, vous pouvez booker un coin de votre resto pour une table de vin. Il va y avoir des familles, il va y avoir des groupes d'amis. Ça peut être aussi la société de votre quartier qui se dit mince, je vais manger où pendant 2 mois, ça va être le carnage, etc. De se dire d'aller les voir des gens en amont, de dire si vous voulez, je vous bloque déjà 10 tables par jour, tous les jours pour votre personnel. Encore une fois, on se répète sur l'anticipation, mais tout ce matelas que vous allez anticiper, ça sera quand même pour vous du pain béni, ça sera ça de moins à faire, entre guillemets. Et l'événementiel, voilà, c'est pour tout type de restaurant. Moi, j'ai un restaurant d'une 40aine de couverts qui est divisé en 2 salles, et on a beaucoup de demandes. Et on se rend compte que souvent les gens ils savent pas en fait qu'on peut privatiser. Et quand on leur dit vous pouvez privatiser pour une salle au fond pour 20 couverts avec des copains, ah bon je savais pas et tout. Donc n'hésitez pas à communiquer, toute proportion gardée. Encore une fois que vous ayez 20 couverts, 30, 3 restos où vous êtes, on peut toujours communiquer dessus. Mettez-le sur vos réseaux sociaux, mettez-le sur votre site internet, ayez un onglet événementiel si tant est que vous voulez le faire. Mais vous serez surpris que ça génère quand même beaucoup de business. On se rend souvent compte quand on est entre copains, on est 15-20. Il ne reste plus tant de lieux, on ne pense pas en tout cas à beaucoup de lieux pour aller dîner, pour aller manger. Donc ça, je pense que pendant les JO, effectivement, que ce soit en B2B avec des sociétés ou en B2C avec des groupes d'amis ou familles qui viendraient, ça peut être bien de communiquer sur ces privatisations. Et je voulais ajouter un petit truc encore qu'on a fait la semaine dernière d'ailleurs. Allez voir la mairie de votre arrondissement. Par exemple, dans le 3e arrondissement, on allait voir la mairie et ils sont en train de faire un petit carnet avec les restaurants qui sont ouverts jusqu'à 2 h du matin et aussi des restaurants qui sont ouverts la nuit. Et ces carnets-là, ils le donnent à les personnes qui vont inviter de leur côté parce qu'ils veulent proposer aussi une offre nocturne, surtout dans le Marais, quoi. Donc ça, c'est très important. Si vous allez tout de suite, je pense qu'il y a encore le temps pour rentrer sous le petit brochure. Merci beaucoup. Et sinon, effectivement, oui, je n'ai pas parlé des réseaux, mais je suis un adepte des réseaux, j'adore les réseaux sociaux, donc forcément, tout ce qui est vidéo et photos et tout ça, nous, on investit, et on a un gros budget qu'on met là-dessus, et ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire que je pense qu'avant tout, il faut la visibilité et la publicité. Et après, en tout cas, l'organisation vient après. Si on vend bien notre produit, il y a pas... C'est l'offre qui est importante. Ok, merci. Peut-être que maintenant on était plutôt sur l'anticipation. Peut-être qu'on peut passer sur des conseils un peu plus opérationnels.
Comment on peut un peu vraiment gérer ce rush? Comment on peut remotiver les équipes? Voilà, on va avoir des réservations. Comment on peut les sécuriser? Enfin, toutes ces petites questions-là sur ces périodes qui posent un peu question. Est-ce que Moi, je veux bien démarrer juste sur la partie réserve. Parce qu'en fait, en préparant cette conf, je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais je me suis dit, OK, ça va être les JO, donc il va y avoir énormément de touristes internationaux. Mais en fait, toute la documentation, toute la littérature qui existe sur le sujet, en fait, et les anticipations, c'est que ça ne va pas être le cas. Et assez étonnamment. Moi, j'ai été assez surpris en le découvrant. On estime que, alors je le fais de mémoire, mais de toute manière, sur le doc qu'on vous partagera de la ville de Paris, les éléments sont renseignés. Je crois qu'on s'attend à 18% de touristes étrangers en moins sur cet été. 18%, hein, donc c'est quand même assez important. Parce que majoritairement, ceux qui vont venir assister aux JO à Paris seront des Français. Donc ça pose la question, c'est-à-dire que en préparant la conf, je me suis dit, OK, donc moi, ma recommandation, c'est que si c'est des touristes étrangers qui viennent de pays anglo-saxons, il va falloir, ou allemands, il va falloir ouvrir des services plus tôt, parce qu'ils ont des habitudes alimentaires qui sont différentes des Français. Et s'il y a beaucoup d'Espagnols, ou on va dire d'Européens du Sud, alors au contraire, il faut à l'inverse augmenter les amplitudes horaires. La réalité, c'est que je pense que ça serait une erreur de votre part de ne pas vous donner la possibilité d'ouvrir un créneau à 19h, ou 18h45, ou 18h30. Mais je ne suis pas forcément convaincu que ça soit une super recommandation. Je ne suis pas forcément convaincu, vu les chiffres qui sont partagés par la mairie de Paris, que ça fasse un carton. Simon, Si je peux rebondir sur ce point-là, je pense que pendant les JO, ce qui va être essentiel, c'est de ne pas avoir qu'un plan A et pouvoir avoir aussi une réactivité pendant les JO. Parce que tout ce qu'on est en train de vous dire, en gros, c'est qu'il n'y a pas de règles, qu'il y a des chiffres et que chaque restaurant soit différent. Et donc derrière, une fois qu'on a anticipé ce qu'on pouvait anticiper, le pendant, c'est exactement ça. C'est avoir peut-être des réunions quotidiennes, donc c'est des bonnes habitudes, hein, avec son staff pour regarder ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et se dire est-ce que je dois être capable de changer quelque chose demain et pouvoir avoir cette flexibilité même pendant, parce qu'il ne faut pas se dire qu'à la fin des JO, on fera un post-mortem et se dire tiens, ça a marché, ça n'a pas marché. Et c'est vraiment ça, c'est la flexibilité opérationnelle pendant. Et un petit secret, c'est aussi l'anticipation, parce qu'il faut les équipes qui sont capables d'absorber ça. Mais en tout cas, il faut aussi le prévoir, avoir des processus et avoir des habitudes pour le pendant, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Anticiper un maximum ça, s'adapter au quotidien. On l'a dit, en plus, ce que vous disiez tout à l'heure avec Thomas, peut-être que les JO vont s'étendre, démarrer finalement. Peut-être que l'impact sera un petit peu après. Souvent l'apogée, c'est l'athlétisme. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui se sont dit, allez, on va rester une semaine pendant le feu et prolonger après coup, ça sera plus calme. Donc, je pense qu'il y aura quand même un vrai effet un peu après JO. Donc, l'anticiper. Je reviens sur la partie du personnel. Pareil, c'est pas le 30 juillet de se dire mince, j'ai qui est cadre au forfait, avec qui je peux augmenter ses heures. Est-ce que j'ai un contrat d'annualisation de mes heures, c'est-à-dire qu'on peut être très dense pendant cette période-là et après ils auront plein de récup d'heures. Est-ce que j'ai que des alternants et du coup je suis cuit au niveau de mes horaires, ils peuvent pas faire plus. Donc déjà faire un vrai état des lieux du backup et du vol, parce que priorité à votre staff sur place, c'est-à-dire que aucunement l'envie d'aller embaucher des gens en CDI pour fin juillet, ça aurait aucun sens. Par contre, de se dire, on fait un état des lieux, qui je peux faire monter en volume d'heures, qui en a envie à nouveau. Certains vont dire, ah ouais, moi je suis super chaud, j'ai rien prévu, j'ai envie d'y aller sur cet événement. D'autres non. Au moins vous le savez. Se prévoir un backup d'extra, pareil, tout le monde va vouloir des extras, mais ceux qui vont s'y prendre le plus tôt vont pouvoir les couvrir, les former en amont. Là, pendant juin, début juillet, faites venir ces extras-là dans votre vivier pour les former. Comme ça, le jour J, peut-être et puis vous allez les sécuriser. Ah, l'ambiance, elle est cool, c'est sympa. Moi, c'est bon pour les JO. Je suis carré. J'ai déjà un resto. C'est quasi sûr que je vais bosser avec lui. Donc, à nouveau, voilà, cette anticipation-là, elle est vraiment primordiale parce que c'est certain qu'on ne sait pas exactement comment ça va partir. Mais en tout cas, il faut se tenir clairement prêt. Et je reviens sur ce que disait Thomas sur le fait que la population soit moins internationale que ce qu'il n'y paraît. À nouveau, je mets beaucoup de conditionnels. Même si tout client doit être traité de la même manière, encore plus s'il est local. Alors local avec un grand L, parce qu'il peut être national. Mais on ne sait jamais trop un client d'où il vient. Hein. Même si on a une réserve chef, son nom, son prénom, mais si c'est une table de 6, on n'a finalement qu'un client. Donc on ne sait jamais trop qui est chez nous. Et pareil, de former votre staff sur... Attention, c'est peut-être quelqu'un qui est en fait du coin de la rue qui peut revenir tout le temps, c'est peut-être quelqu'un qui vit à Marseille, à Lille, à Dijon, peu importe. En plus, il va sans doute laisser son petit avis à la fin, etc. Donc
il faut quand même être hyper vigilant avec cette clientèle qui va être à Paris, et en plus, elle peut revenir. Et alors vous allez me dire, ouais, mais moi, mon staff, potentiellement, il s'en fiche un peu, c'est pas son. Bah là, oui, on n'attire pas les mouches avec du miel, donc il peut peut-être avoir des systèmes de primes, d'incentives, de se dire, on fait un état des lieux de notre notation sur peu importe la plateforme, on est à 4,2 aujourd'hui, et de faire un état des lieux à fin août, et puis d'avoir un système de primes par rapport à ça. Enfin, tout est envisageable, mais mettez-vous dans la position de votre employé, qui voit peut-être les JO comme une forme de stress, parce que oui, pour venir, pour machin, pour truc. Pareil, on parlait des déplacements, anticipez-le. Ah, toi, tu habites loin, tu préfères quoi, des coupures? Tu préfères que je te mette en continu, mais sur du 10 heures d'affilée, 2 jours de suite? Parlez-en avant. Parce que le jour où vous allez lancer votre planning, ah, moi ça, moi je peux pas, ma mère machin, mon truc, mon fils. Donc, anticipez tout ça, parce qu'il va falloir être très, 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 très flexible pendant la période des JO. Mais avec ce que ça a de positif, il ne faut pas voir la flexibilité comme quelque chose de tragique, mais si c'est un petit peu planifié avant. De la même manière, alors vous allez me dire, il parle beaucoup des JO de 2012 et de Londres, mais en fait, c'est en Europe et c'est le plus proche finalement de nous. En 2012, les restaurateurs ont partagé qu'ils ont énormément gaspillé au démarrage parce qu'ils avaient trop acheté en pensant que l'explosion et en tout cas la venue allait être très forte dès le premier jour. La réalité, c'est qu'en fait, ça a été crescendo jusqu'à ce que disait Simon. L'épreuve d'athlétisme, qui est vraiment l'épreuve phare finalement. Moi, je ne savais pas. Hein. Voilà, j'étais pas un expert autant que je suis maintenant sur les JO. Et c'est vraiment l'épreuve d'athlétisme qui est l'épreuve la plus attendue, la plus plébiscitée, et celle qui accueille le plus de monde, voilà, et qui crée le plus de désir. Donc, je pense que Laura et Simon ont très bien résumé la chose. Je pense qu'il faut vous soyez dans une logique où vous voyez un peu au jour le jour. Voilà, je pense qu'il faut avoir une approche qui soit assez maligne sur vos achats, avoir des DLC qui soient les plus longues possibles pour pouvoir adapter et pas vous retrouver à gaspiller et vraiment être dans cette logique d'optimisation au quotidien. Simon, tu parlais des avis. C'est aussi à double tranchant parce qu'on a une typologie de touristes du coup qui fait le déplacement de France ou d'ailleurs, mais c'est un peu le moment de l'année en fait, et du coup il y a beaucoup d'attentes. Que ce soit des porteurs de billets ou non. Comment on fait pour pas tomber dans ce rush où au final on peut vite se retrouver avec beaucoup d'avis négatifs, etc. Comment on fait pour assurer un peu le coup? On sait qu'en plus le public français met beaucoup d'avis négatifs et a moins tendance à justement dire quand c'est positif. Est-ce que, je sais que chez DenChef on a des choses en place pour ça. Comment on peut mettre encore plus en avant ça pendant cette période un peu clé? Alors, je pense que c'est important de toute manière, et ce que nous disent nos clients régulièrement, c'est qu'ils vont au devant des clients et que toujours la premier moyen pour vous d'évaluer si les clients sont satisfaits, c'est ce qui reste dans l'assiette. Déjà, c'est sur la partie quali, on va dire, des plats que vous proposez. Après, il y a toujours la notion de sourire et de contact. On avait fait une table ronde avec les grandes tables du monde et Bruno Verjus, qui est un chef étoilé, nous avait partagé que lui, il allait au contact de chaque client à l'entrée et à la sortie. Forcément, quand on a 200 couverts, ça paraît compliqué à faire. Maintenant, je pense que c'est aussi une bonne manière de stimuler les équipes et de les encourager. Pourquoi pas imaginer des incentives, comme le disait Simon, via notre solution, mais il y a d'autres solutions. Vous pouvez être capable de savoir quelle est la personne qui a laissé l'avis et qui a géré la table. Donc, vous pouvez mettre en place des logiques d'incentive et encourager vos équipes à dire « Ah bah si vous avez été satisfait, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. N'hésitez surtout pas à le compléter, c'est hyper intéressant. » Un peu comme vous le vivez quand vous appelez Darty, Amazon ou autre et que la personne qui gère votre appel à la fin vous dit ah bah, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction, soyez sympa, et vous comprenez que ça a un impact sur sa partie variable. Je pense que c'est rentré maintenant dans les mœurs, et pour moi, selon moi, c'est pas choquant et c'est pas dégradant pour le collaborateur, bien au contraire. Peut-être pour rajouter par rapport à ça, je pense qu'il est important, c'est de se dire que on peut améliorer que ce qu'on mesure, et donc c'est d'être intentionnel sur le sujet et de se dire ok, avant les JO, est-ce que regarder ma note Google ou non? Et donc là, si je me dis que j'ai peut-être un impact plus grand avec des visiteurs que je connais moins, clientèle je connais moins, il faut que je commence à en parler, que dans mes réunions d'équipe, ce soit un sujet, parce que sinon, c'est la chose dont on peut se rendre compte après. Et ce serait vraiment un scénario alors, catastrophe, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas, vraiment, se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de mesurer et sur lequel j'ai envie que mes équipes m'aident à impacter. Et si on n'en parle pas en amont, il n'y aura pas de miracle, on aura juste à la fin une bonne ou une mauvaise surprise. Quoi.
Juste, on parle de visibilité, je pense aussi à vos horaires, vos plages d'ouverture, si elles sont menées à être modifiées, à changer de temps en temps. À nouveau, ça paraît très bateau, mais on voit tellement d'endroits où les horaires, etc., ne sont pas à jour. Donc pensez-y, parfois il y a une petite inertie de quelques heures ou de quelques jours. Donc mettez bien à jour les clients. Voilà, 9 clients sur 10, c'est des stats qui m'appartiennent, mais voilà, aujourd'hui tout le monde regarde en ligne, quoi. C'est une évidence. Donc s'il est au coin de la rue, il entend parler de votre resto, soit par Insta, un copain, un collègue, etc., il regarde, il voit fermé, fin de l'histoire, quoi. Donc soyez vraiment précis sur ces horaires. Vraiment, c'est du gâchis que de rater un client comme ça, quoi. Et bien évidemment, Simon vous parle de sa fiche Google et du site internet. Voilà. Voilà. Ah, mais aujourd'hui, c'est ça. Qui tentait Ouais. qu'il soit utile de le préciser. Voilà. Mais trop peu de restaurants pensent à faire la mise à jour de leur fiche Google My Business, qui est quand même le premier canal. Voilà. Et c'est vraiment déceptif pour un consommateur. Et là, pour le coup, une fois que vous l'avez perdu, vous le revoyez difficilement. Et les 15 août, il y a des jours qui sur Google, voilà, il met des suggestions. Voilà, passez-y très régulièrement. Le 15 août, vous devez le confirmer si vous êtes bien ouvert, pas ouvert. Enfin, voilà, votre fiche Google, c'est quand même votre bras droit en ligne, hein. Aujourd'hui, tout est quand même regardé par ça. Donc voilà, à nouveau, ça paraît simple, mais c'est important. Ouais. Et d'ailleurs, ce que nous faisons aussi souvent, c'est rafraîchir aussi les photos. Ça, c'est très important. Ouais. Et aussi, on a un budget ads sur Google avec des mots-clés précis pour aller solliciter les personnes qui sont autour de la zone avec un rayon de 1 km du restaurant. Donc, si vous êtes un restaurant italien, mots-clés restaurant italien, ou pasta, ou peu importe. Et ça aide beaucoup pour acheminer en fait les clients à soi. Et autre chose, je voulais ajouter par rapport à tout à l'heure, nous, dans notre système avec nos serveurs, nos fédérants et tout ça, on a mis en place en fait 2 questions importantes à poser aux clients. C'est est-ce que c'est la première fois que vous venez? Et si c'est oui, comment vous avez découvert le restaurant? Et ça, c'est très important et on les invite effectivement à laisser des avis, à savoir qu'avec Zen Chef, on récolte, ça je le dis à tous les restaurateurs, c'est assez bien fait. On récolte beaucoup, on voit bien que chez Zen Chef, on laisse beaucoup plus facilement un avis parce qu'en même temps, le système est bien fait et que forcément, quand il y a une bonne note à chaque fois, quand il y a une mauvaise note à la base, ça ne va pas partir forcément sur TripAdvisor ou sur Google, ça reste que sur Zen Chef. Quand il y a une très bonne note, on a la main pour aller demander à la personne, donc on le fait nous en interne effectivement, est-ce que vous pouvez nous aider à laisser aussi un avis sur Google par exemple ou autre. Et autre chose par rapport toujours aux avis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'était avec Pongo, il y en a plein d'autres qui font ça aussi, c'est vraiment les QR codes avec les cadeaux que vous pouvez mettre soit sur vos sacs si vous faites la livraison, soit sur le ticket de l'addition quand vous amenez l'addition. Et ça permet vraiment, dès que vous faites un cadeau à quelqu'un, une première action peut être laisse un avis Google, laisse un avis TripAdvisor. Et ça marche très bien parce que moi, ça fait à peine 3 ans que j'ai commencé à faire ça avec les cadeaux. Je suis passé chez Ida, on avait 500-600 avis. Aujourd'hui, j'en ai 1600. Donc, c'est quand même beaucoup. Certes, il y a toujours une étoile, parfois par-ci, par-là, mais dans la masse, dans le flux, aujourd'hui, ça ne se voit même plus, quoi. En fait, il y a tellement de bons avis qu'après, voilà, petite astuce au niveau... Et tu parlais de ta stratégie de mots-clés. Est-ce que tu as changé de stratégie spécialement pour la période ou tu as juste mis peut-être un peu plus d'intensité Alors, nous, on est très typé méditerranéen italien, donc on essaie vraiment de caractériser là-dessus. Et chacun de vous, après, doit choisir un peu sa ligne de conduite. Moi, j'ai toujours fait ce que vous savez faire. Je ne vais pas faire des burgers chez moi ou d'autres choses, même si peut-être ce sera le plat le plus consommé pendant le JO, ça je ne sais pas, mais moi je sais faire des pastas, je ferai des pastas, donc voilà, je serai fidèle à ça. Et j'ajouterai effectivement des changements, des choses qui peuvent plus bien être aimées, mais je reste toujours sur ma ligne de conduite et sur ce qu'on sait faire, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on s'était dit, on s'était aussi demandé, est-ce qu'il faut absolument rediffuser les JO pendant la période? Donc on a discuté tous les 4, parce que je pense que les avis peuvent diverger. Et à nouveau, vous connaissez votre restaurant, votre quartier, vous savez un peu la concurrence que vous avez autour de vous. C'est exactement ce que vient de dire Denis, il ne faut pas devenir ce qu'on n'est pas juste pendant une courte période de temps, parce que ça peut encore plus perturber votre clientèle qu'en faire gagner une autre. Donc il faut savoir réfléchir en fonction de votre propre situation. Il faut pas... Ah, pardon.
Excuse-moi. Et effectivement, et une chose que je vois de plus en plus, c'est surtout la dernière année, parce qu'on parle d'inflation, on parle de moins de fréquentation dans les restaurants. Ce que je vois dans mes restaurants actuellement, c'est qu'on n'a pas de mal à payer 10 € une pinte de bière, par exemple. Par contre, on a plus de mal à payer une bonne entrée à 12, 13, 14 €. En fait, je trouve que la consommation d'alcool marche plutôt bien. Et sous les plats, principalement, les gens ont moins l'attitude, ont moins la volonté d'aller dépenser et acheter un bon turbo, un bon poisson. Ils préfèrent plutôt manger des sardines qui sont à 8 ou 10 € plutôt qu'aller chercher les super produits. Et ça, c'est une tendance qu'on voit vraiment depuis septembre dernier. J'entendais certains de mes confrères qui ont des pertes de chiffre d'affaires assez importantes et tout. Et c'est parce que ça commence à changer. Je trouve que la clientèle aussi qu'on avait avant commence un peu à partir des paris. Et les jeunes d'aujourd'hui, entre 20 et 50 ans, leur consommation a un peu changé, quoi. Voilà. Donc notre offre, pareil, elle va sur des choses comme ça. Les grosses pièces très chères, on les a mis un peu de côté, tu vois. Je voulais juste revenir sur le fait de ne pas vous dénaturer, entre guillemets. À nouveau, chaque restaurant a son identité. Vous savez bien ce que vous savez faire. Donc, effectivement, on parle du burger parce que c'est le produit le plus consommé. Il ne faut pas faire les choses parce que les statistiques disent que ça fonctionne, quoi. Restez sur ce que vous savez faire, faites-le bien. Je dis toujours, le meilleur moyen d'essayer de plaire à tout le monde, c'est de plaire à personne. L'idée, c'est pas d'étendre votre carte, de commencer à faire tout ce que... Et surtout de ne pas faire des choses que vous ne savez pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas non plus tout réinventé en 2 mois de temps. Donc, c'est de faire des bribes, on parlait des glaces, ou peut-être se mettre un peu à emporter, ou peut-être réduire sa carte, ou étendre ses services. Enfin, chacun trouvera un peu ce qui lui semble le plus pertinent et le plus adapté. Mais vous ne dites pas, je vais tout changer, je vais tout... Voilà, ça serait là pour le coup le meilleur moyen de ne pas forcément y arriver. Donc voilà, capitalisez sur ce que vous savez bien faire. Et je repense juste à Google à nouveau sur la gestion de cette fiche. Vous pouvez faire du sponsorisé, du payant, etc. Mais déjà, rien qu'en changeant régulièrement, presque à remettre midi 15 et remettre midi, de mettre à jour votre fiche dans tous ces algorithmes. Moi, ça me dépasse un petit peu, mais en tout cas, ça vous fera remonter un moment. Donc, de répondre aux avis aussi, de dire « Ah, merci d'être passé pendant les JO. » Boum, ça va mouliner JO et vous allez remonter. Donc, il faut répondre, il faut l'animer. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous savez, dans Google, un onglet pour faire des posts, des événements. Dites-le, on est ouvert pendant les JO. Enfin, à nouveau, tout ça, c'est quand même gratuit. C'est une visibilité qui est folle. Tout le monde ne le fait pas. Du tout, contrairement à ce qu'on pense. Donc ça, à nouveau, ça fait vite la différence. Il y a encore des gens qui tapent restaurant, Paris, enfin, ça peut paraître... Non mais voilà, donc... et en fait, on va aller sur la première page Google. Donc voilà, sur la masse, à nouveau, c'est quand même ça. Là, il y aura quand même une fréquentation au mètre carré qui va être hyper dense. Donc si quelqu'un est géolocalisé dans votre coin et qui tape votre nom et que vous animez votre page Google, vous allez ressortir. Et après, il y a tout ce qui s'enchaîne. L'horaire est à jour, le voisin c'est pas à jour, vous avez une chance de plus. Vos avis sont bons, vous avez 10 chances de plus. Voilà, vous avez la bonne adresse, ça vous envoyez la map, ça vous fait le parcours. Donc voilà, à nouveau, on le sait, un restaurant qui fonctionne, c'est une multitude de petits détails. Encore plus pendant cette période-ci. La concurrence, elle va être dingue. Donc, mais à la fois, c'est une chance parce qu'à nouveau, par pas mal de petits éléments comme ça, mis bout à bout, où on est propre, ça augmentera la fréquentation de votre restaurant. Là, tu parlais beaucoup de capitaliser sur ce qu'on sait faire. Vous avez tous un peu dit la même chose sur ce sujet-là. Comment on fait pour capitaliser aussi sur les JO, pour faire perdurer un peu, parce qu'il y a les JO, mais après aussi il y a les Jeux paralympiques, dont on parle un petit peu moins, mais qui font aussi vraiment partie de l'événement cet été. Et même comment on fait en fait pour garder tout ça, toutes ces petites choses, tous ces petits ajustements, comment on fait pour tout traquer, etc. Est-ce qu'il y a vous avez peut-être des conseils à donner là-dessus? Déjà l'outil, alors moi je suis pas vendeur Zen-Chef, mais moi j'ai un restaurant et je suis Zen-Chef, donc c'est l'outil que je connais. Évidemment, comme on disait, il y en a d'autres, mais déjà vous allez recueillir toute cette base de données, vous avez les outils de réservation, etc. Donc ça peut être ce mail de réservation, d'envoyer après, il y a la demande d'avis qui se fait. D'a posteriori, envoyer quelques jours après une newsletter ou un mail ou un SMS pour dire merci d'être venu. Les gens sont faits d'ego, vous savez, donc vous envoyez un petit SMS, merci d'être venu, on espère vous revoir bientôt. À nouveau, il y en a 1 sur 1000 qui le fait, donc ça sera impactant, donc capitaliser un petit peu sur ça. Et je pense très vite finalement, parce que comme on disait, il y a peut-être des gens qui seront encore dans le coin, ou qui vont faire un tour d'Europe, qui vont revenir. Donc je pense qu'assez vite, après la venue du client, quelques jours après, de
d'avoir une action. À nouveau, elle sera propre à vous, hein. On n'est pas là pour vous donner la leçon et vous dire quoi faire. Mais je pense que vraiment dans les jours qui suivent, d'envoyer un petit SMS ou un mail pour remercier, un truc assez personnalisé, ça c'est un élément. Bon, je ne sais pas si vous pensez à d'autres... Je pense qu'effectivement, c'est vraiment important de travailler sur sa stratégie post-venue. Et pour le coup, quand vous utilisez notre logiciel, vous pouvez totalement personnaliser les contenus. Et je pense qu'il y a des petites choses très simples à faire, comme tu disais Simon, les remercier. Intégrer dans le mail de remerciement également un lien qui les renvoie vers la possibilité de pouvoir réserver de nouveau. C'est aussi un élément important. Et puis, le questionnement derrière pour les renvoyer sur la fiche Google, pour les renvoyer vers la page TripAdvisor. Tout dépend de la stratégie que vous allez définir. Mais voilà, je pense que c'est important que vous posiez la question de dire, OK, j'ai envie de proposer telle offre à mes clients durant la période des JO. Et qu'est-ce que je veux qu'ils en retiennent? Et donc, quelle communication j'adapte derrière? Je pense que c'est vraiment le chemin, selon moi, en 3 points qui permet de capitaliser sur ces clients-là, sachant que vous pouvez directement, dans votre back-office, pouvoir aussi sélectionner, identifier quels sont les clients nouveaux que vous avez eus durant cette période et adapter une stratégie de communication qui soit spécifique pour ces clients, pour faire en sorte de ne pas non plus polluer votre clientèle qui peut-être serait en vacances, qui ne serait pas présente et qui ne serait pas concernée. Donc, être fin sur la communication et fin sur les messages que vous allez faire passer post-venue durant les JO. Et on parle de capitaliser pour les clients, mais aussi capitaliser sur les bonnes pratiques. Là, on vous assaille un peu d'informations à mettre en place, mais c'est des choses qui idéalement devraient déjà être faites ou qui vont être faites, et de conserver toutes ces choses-là. Et effectivement, après faire le tri, peut-être que vous allez vous rendre compte que le stand de glace, c'est la folie, et peut-être d'en faire un corner ou de le laisser tout le temps, mais de refaire un vrai point après. Et pareil, on parle beaucoup d'inclure vos équipes en amont. Il faut les inclure après aussi, c'est-à-dire ceux qui ont joué le jeu, de les remercier d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que l'argent ou les primes, ça peut être par rapport à son poste, une promotion. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se dire on a fini, merci, tout le monde part en vacances, on ferme pendant 15 jours. Non, essayez de garder un peu ça, de surfer sur ça, sur l'impact que ça a pu avoir pour vos clients, mais aussi au niveau de vos équipes, ceux qui ont joué le jeu, les choses qui ont été mises en place, qui ont cartonné ou qui ont fait du bien en tout cas dans le quotidien. On parlait des horaires, des plannings. Voilà, de conserver en tout cas l'essence même de ce qui a bien fonctionné, ce qui doit s'arrêter parce que les JO s'arrêtent et c'était juste à l'instant T, on l'arrête, mais voilà, de ne pas se dire on démarre, on arrête, on efface tout. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme une fenêtre d'un test qu'on peut faire pendant un mois en essayant des choses et de garder effectivement a posteriori ce qui fonctionne. Et là-dessus, je pense, pour compléter, ce qui va être essentiel, c'est de faire aussi ce post-mortem à la fois sur le main, à la fois sur ses ventes, et se rendre compte entre ce qu'on avait espéré et ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai bien vendu, quels ont été mes meilleurs services, qu'est-ce que je ne referai pas. Et à nouveau, utiliser évidemment des outils digitaux pour ça, pour gagner du temps, parce qu'un bon vieil Excel, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais derrière, communiquez-le. Je pense que c'est un des points essentiels qui est mentionné par Simon, c'est que vos équipes, elles sont aussi preneuses des infos. Et je pense que ça peut être un succès d'équipe, en réalité, cette période, parce qu'on devrait le vivre qu'une fois, je pense qu'on va le vivre qu'une fois. Et donc l'idée, c'est de le partager aussi en équipe, c'est-à-dire, on a fait 50% en plus que l'an dernier sur une même période. Voilà ce qui a très bien fonctionné, voilà ce qui a moins bien fonctionné, et de faire un peu ce bilan ensemble pour capitaliser dessus et de se dire ok, qu'est-ce qu'on veut maintenir post-JO et décider de ça pour la suite. Parfait, merci beaucoup. On a fait un peu le tour de la question. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non, moi je voudrais juste finir sur une note positive en disant il y a eu les JO de Barcelone, ça a changé complètement la ville. Il y a eu les JO de Londres, ça a été un vrai boom et également un changement de la ville. Alors dans une moindre mesure, parce que c'était une ville qui était déjà, on va dire, à un niveau déjà assez élevé. Et je pense que les JO de Paris auront un impact très positif pour notre ville au global. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire c'est une chance, c'est une fête, les JO 2024. Comme le disait Laura, je pense que, enfin moi en tout cas, ce qui me concerne vu mon grand âge, je pense que je ne les verrai pas une deuxième fois à Paris. Voilà, donc il faut vraiment en profiter. Et pour ma part, je serai présent à Paris pendant les JO. Je veux juste finir sur un point dans les questions.
voilà. Donc là, on vous a préparé, donc on vous enverra tout ça. C'est juste pour vous faciliter un peu le travail, des petits liens utiles. Donc il y a le petit guide Do You Speak Touriste avec pas mal de chiffres sur quels sont les touristes finalement qu'on va avoir à Paris, donc qui sont dans les petits sacs que vous pourrez prendre à la sortie. La carte interactive avec les zones, etc. On peut rentrer l'adresse de son restaurant et voir exactement tel jour, telle heure, dans quelle zone on est. Donc c'est assez pratique. Pareil pour les lignes de métro. On a aussi la ville de Paris qui a fait une FAQ pour les pros. Et derrière, vous avez le lien pour voir si vous êtes éligible à un pass pour avoir un laissez-passer pour les transports. Vous pouvez demander aussi votre laissez-passer. Tous les sites olympiques et les sites du off, parce qu'il n'y a pas que les sites olympiques, il y a aussi des zones dans la ville de Paris qui sont mises en place. Donc peut-être que vous n'êtes pas à côté d'un site olympique, mais vous êtes peut-être à côté d'une zone où il y aura forcément beaucoup de monde qui s'y retrouvera. Donc voilà, ça vous sera envoyé juste après. Est-ce que vous avez des questions dans le public, que je puisse vous passer le micro? Oui. Bonjour. Je suis Camille du restaurant Habile. J'ai 2 questions. Ma première, elle concerne l'empreinte bancaire. Nous, on est un restaurant à côté de République, on a beaucoup de passages. On a imposé depuis peu l'empreinte bancaire, en tout cas sur les vendredis, samedis. Donc c'est assez drastique, hein. Les gens qui veulent pas venir, au moins ça dissuade. Ma question est, est-ce que vous avez une recommandation à faire sur est-ce qu'on la garde ou pas pendant cette période où il va y avoir quand même pas mal de friction? Moi, je sais que en tant que personne, dès que je dois mettre mon empreinte bancaire et que je réserve dans la rue, je trouve ça casse-pied. Donc en fait, je réserve pas forcément. Donc ma première question, c'est ça. Et ma deuxième question, ça va concerner Lightspeed. On a beaucoup de problèmes avec Lightspeed. C'est pour ça. Donc bref, on va pas déballer toutes les questions maintenant, mais je serais ravie de pouvoir échanger après sur comment on peut avoir un intervenant concret sur les problèmes que nous avons. Voilà, merci. Alors moi, je vais prendre la question sur l'empreinte bancaire. Tu veux pas la mienne? Je peux traiter Lightspeed si vous voulez. Voilà. Non, sur l'empreinte bancaire, je vais vous faire la réponse que m'ont fait Bruno Verjus et Maxime Texier, qui était le directeur du développement du groupe Crène. Ils ont imposé l'empreinte bancaire et pour le samedi soir, le prépaiement, parce qu'ils préfèrent ne pas avoir de clients que des clients qui ne vieillent pas. Donc en fait, ils préfèrent ne pas être dans l'illusion d'avoir des clients qui vont venir et qui finalement ne se présentent pas. Ils préfèrent avoir des clients qui s'engagent. Et on a débattu assez longtemps sur le fait que c'était pénible, parce qu'il fallait enregistrer sa carte bancaire et tout ça. En fait, la réalité, c'est que la majorité des consommateurs ont leur carte bancaire qui est embarquée directement sur leur smartphone. Et donc, finalement, enregistrer sa carte bancaire est devenu un non-sujet. Voilà. Donc moi, ma recommandation, et ne le retirez surtout pas, voilà, même et surtout pas pendant les JO. Voilà, il vaut mieux que, à la limite, vous aurez du passage, tant mieux, voilà. Mais sinon, ceux qui réservent, il faut qu'ils viennent. Voilà. Moi, si je peux ajouter en tant d'expérience perso, cliente, on va dire. Récemment, j'ai eu cette expérience. C'est pas moi qui réservais, c'était une amie. Et dans le groupe WhatsApp dans lequel je suis, tout le monde est choqué. Il faut que je mette ma carte bleue. Et donc c'est vrai que moi j'ai un biais forcément puisque je suis dans la restauration et donc je prends le temps de leur expliquer. Je leur dis mais rendez-vous compte, quand vous vous présentez pas, le restaurateur c'est une table, potentiellement là on est 7, c'est très violent pour le restaurateur. Et juste cette petite phrase moi dans WhatsApp où je leur explique, tout de suite il y a eu un petit ah oui, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Où est-ce que j'en viens, c'est que faut bien l'expliquer. C'est-à-dire qu'au moment où on prend cette empreinte bancaire, un peu faire appel à la personne, à lui expliquer pourquoi on le fait, la volonté derrière. Je pense que ça peut souvent aider en réalité parce que, voilà, moi je vous dis, moi ça me choque absolument pas de mettre mon empreinte bancaire maintenant parce que je suis dans ce milieu et que je compatis, parce que je vois très bien les douleurs que connaissent nos clients. Et alors que dans mon groupe d'amis, ils n'avaient jamais réfléchi à ça comme ça en fait. Pour eux, c'était c'est quoi encore cette nouveauté? On m'en demande toujours plus. Et voilà. Et tout comme je leur dis, mais t'as déjà réservé à 2 endroits en même temps? Bah oui, j'avais un doute au dernier moment. Je dis, rends-toi compte, parce que ce que tu fais, c'est-à-dire que littéralement, tu es en train de mettre un restaurateur dans l'embarras parce que s'il n'a pas le passage, il vient de perdre du chiffre d'affaires ou la possibilité de remplacer. Donc je pense que le fait de communiquer dessus au moment de prendre l'empreinte peut aider, quoi. Et après, on a toujours cette gêne, entre guillemets, en tant que restaurant, mais pareil, si on se met dans la position du consommateur, aujourd'hui, tout se pré-réserve. C'est-à-dire qu'on a 10 ans de retard sur l'aviation, les hôtels, maintenant le cinéma, vous allez au bowling. Maintenant, de toute façon,
c'est la norme. Donc, je comprends, hein, moi je suis restaurateur, en plus à Lille, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus développé, donc je le mets sur des gros soirs, etc. Après, il y a l'empreinte bancaire, après il y a le pré-paiement, il y a encore des étapes, mais je pense que c'est aussi à nous d'éduquer, entre guillemets, aussi le client. Et si, après, je pense que je suis 1000 fois d'accord, mais la soupape, ça peut être si vous voyez une résa de 8 qui se verrouille pas avec l'empreinte bancaire, bah, c'est de l'appeler effectivement pour, on pourrait pas le faire pour toutes les tables de 2, mais elles seront couvertes à République, il n'y a pas de sujet sur le passage. Donc, je pense qu'il faut aussi y apporter une finesse. Encore une fois, vous connaissez bien le resto, mais j'ai ouï dire qu'à Paris, c'était quand même terrible au niveau des no-shows. Donc effectivement, conserver, il y aura du passage, sinon ça va se remplir. Et à nouveau, il ne faut pas avoir, quand je dis honte, c'est qu'en tout cas, on doit mettre sa carte partout, tout le temps. Donc pourquoi pas nous en fait, finalement. C'est vrai que les gens ils disent, ah les restaurants, et quand on leur dit, ouais, bah, t'étais au ciné hier, t'as réservé comment? Ah oui, j'ai payé d'avance. Et si j'étais malade, j'ai perdu mes sous. J'ai pas été remboursé. L'avion, pareil, hein, on prend l'avion. L'autre jour, j'ai réservé l'avion, ma fille super malade, j'ai perdu 3 billets. Et j'avais que mes yeux pour pleurer, quoi. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est un peu dans l'air du temps. Et je pense que plus on le fera, je pense qu'à mon avis, dans un an, c'est plus un an et demi, c'est plus trop un sujet. Donc, je pense que j'aurai le même avis aussi. Et moi, je voulais juste ajouter que nous le faisons aussi. Et c'est sur les grandes tables, effectivement, on prend 50% de l'empreinte bancaire. Et sur les tables simples, on prend que 10 € par personne. Donc parfois, c'est aussi le prix qui choque. Si tu mets un menu complet sur l'empreinte bancaire, la personne est un peu plus gênée. Si tu mets 10 €, je dis bon, c'est 10 €, mais l'empreinte bancaire, c'est pas grave, tu vois. C'est symbolique, oui. C'est juste un truc symbolique. Après, par rapport à l'annulation, par exemple, tu peux annuler chez moi le matin pour le soir et on ne t'en prélève pas. Mais dès que tu dépasses midi, on te prélève quand même, au moins que tu aies une bonne excuse. Mais ça, parfois, ils n'appellent pas. Moi, j'ai un autre problème d'ailleurs, de plus en plus depuis les derniers mois, c'est que même quand j'ai l'empreinte bancaire, maintenant il y a des cartes Revolt qui peuvent être supprimées et être rééditées. Et donc en fait, les personnes me laissent l'empreinte bancaire, mais je ne peux pas la débiter parce que la carte n'existe plus. Tu vois. Donc ça, c'est déjà, on est déjà au-delà. Il y en a qui sont performants au niveau de l'attitude, tu vois. Ouais. Et c'est le point que je voulais évoquer. La France, l'Europe, enfin l'Europe du Sud, on va dire, mais ça démarre au niveau de la France. On est très en retard par rapport à nos confrères européens sur le prépaiement et l'empreinte bancaire. C'est-à-dire que l'empreinte bancaire, c'est même plus un sujet. Si vous voyez, ZChef, c'est une société qui a acquis 3 boîtes durant les 2 dernières années. Dans les boîtes qu'on a acquis, on a acquis une boîte qui s'appelle Formidable, enfin une entreprise, une boîte c'est péjoratif, une entreprise qui s'appelle Formidable. Formidable, c'est le leader néerlandais. Et c'est exactement ce que décrit Denis, c'est-à-dire qu'ils sont full prépaiement. Sur les grandes tables, c'est un montant qui est assez élevé. Oui. Et sur les petits couverts, ils prennent des 10, 20 €, mais sous forme de prépaiement. C'est-à-dire que ce que décrivait Simon sur le cinéma, ben en fait, votre place de cinéma, vous l'achetez, vous pouvez choisir même votre place, mais en fait, il n'y a plus d'autres moyens, à moins de se rendre directement au cinéma et de payer directement au guichet. Et encore, c'est la même expérience que vous vivez au guichet face à la bande que celle que vous avez depuis votre smartphone sur l'appli Pathé. Donc, à la limite, autant le faire avant, tranquille, en train de boire un café. Donc, je pense qu'il faut arriver à débloquer ce truc-là. Moi, ma recommandation, c'est que je pense que je prendrai le temps d'analyser mes produits. J'imaginerai des formules simples dont vous êtes certain qu'elles fonctionnent bien. Je les mettrai en pré-vente et je ferai des réservations simples avec de l'empreinte bancaire. C'est-à-dire que je proposerai 2 chemins aux clients. Soit ils réservent parce que c'est des anglo-saxons, par exemple, et qu'ils ont l'habitude de prépayer, et auquel cas, ils prennent leur formule, ils prépaient en ligne, vous faites de l'avance de trésor, vous achetez mieux, voilà, vous optimisez la salle, vous optimisez la cuisine. Ça peut être un super parcours. Et le deuxième parcours, c'est ils veulent faire une réservation simple parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'acheter votre expérience, auquel cas c'est une réservation, mais elle est associée systématiquement à une empreinte bancaire. Ça, c'est Marocco. Machine. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'arrive. Quels sont les horaires à peu près Je vous donne juste le micro. Quels sont les horaires qui seront le plus impactés? Est-ce que ça va être effectivement la limo ou la restauration qui sera plus impactée par les Jeux Olympiques? Vous avez des éléments, mais ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que ça dépend de l'endroit où tu te trouves, en fait. Si tu es sur comme disait Kim tout à l'heure, si tu prends le temps d'analyser tes zones, je pense que quand la zone est assez vive,
je te conseille d'être ouvert dès 8h du matin à minuit et non-stop. Si tu es dans une zone un peu plus excentrée, peut-être rester sous tes créneaux horaires à toi et faire ce que tu sais faire. Plus tu es dans des zones constantes, je pense que si tu es vraiment dans un flux assez abondant, tu peux même proposer plusieurs offres en même temps. Après, et encore une fois, il faut être élastique, il faut avoir les équipes qui ont envie de le faire, avoir la bonne démarche, mais même préparer déjà du snacking juste froid à emporter, ça c'est aussi une autre option. Et je voulais ajouter un truc là-dessus, c'est que si demain tu fais ça, il y a une autre TVA qui est disposée pour toi. C'est-à-dire que tu as la TVA 20% sur l'alcool, 10% sur le solide. Mais si tu fais du snacking importé avec une DLC longue sur un packaging scellé, la TVA est 5,5. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et tout dépend comment tu vas organiser ton restaurant. Si tu as une fenêtre de tir sur un angle de rue qui ne va pas gêner les passages de tes vrais clients du restaurant, fais-le. C'est du plus. Et même si ça mène 300, 400 euros par jour, à la fin du mois, ça va faire du bien. C'est en ça qu'il faut prendre les stats en cours qu'on enverra. C'est-à-dire de se dire, comme on disait au tout début de l'échange, c'est que ça se profile que les plus jeunes, la plus jeune clientèle, donc mécaniquement avec un petit peu moins de pouvoir d'achat, sera dans ces fan zones, les lieux un peu festifs. Donc si ton resto il est dans cette zone-là, clairement, avec une terrasse, une possibilité d'être ouvert tout le temps, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Par contre, si c'est excentré, que tu es plus un resto de destination, pas forcément sens. Donc je pense que c'est ça de partir un peu de ce qui est dit. Les chiffres ils servent à ça surtout, hein, même si à nouveau il faudra, quand on essaie de changer, si finalement le jour J on voit qu'il y a un flux de dingue, parce que je sais pas, les bus ils se stationnent tous devant, bon bah il faut être prêt à réagir, mais je pense de partir de ce postulat-là, de où on est situé, comme disait Denis, près d'un stade, près d'une fan zone, ça sera forcément hyper impactant, ou sur un chemin, c'est ça qui va beaucoup jouer, je pense. Par exemple, Non, vas-y, je t'en prie. j'ai des copains qui sont très excentrés des zones feu et du centre, qui ont pris le parti pris carrément d'aller louer des food trucks et faire des food trucks, quoi. Donc c'est un choix. Je pense que je trouve triste, c'est dire il y a les JO, on ferme. C'est complètement. Moi, quand on n'essaie pas de faire quelque chose, c'est là où on perd en fait, parce qu'on n'apprendra rien. Au contraire, il faut tenter des choses, il faut analyser, avoir une logique. On a beaucoup d'informations et d'ailleurs, tu enverras tous les liens après, mais c'est hyper intéressant ce que la mairie de Paris a fait. Il faut prendre vraiment le temps de lire, analyser et voir où on est, qu'est-ce qu'on fait. Et on a des statistiques déjà, donc il y a vraiment du business à faire. Hein. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup même. Et au contraire, s'il y a des restaurants qui vont fermer, je suis très content, moi. Non. Pour répondre à votre question, il y avait eu beaucoup d'études qui avaient été faites avant les JO de Londres. Et en fait, le constat, c'est que ça ne s'est pas révélé être la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'en préparant la réunion, on s'est dit, en fait, le message qu'on doit vous envoyer, c'est l'adaptabilité. C'est vraiment l'enjeu pendant ces JO. C'est-à-dire être prudent au démarrage. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Attendre de commencer à sentir que voilà, ça s'agite, ça s'excite, et qu'ensuite vous puissiez monter en puissance. Voilà. Et donc, je pense que vraiment un des enjeux, et c'est un élément clé qu'a partagé Simon, c'est de partager avec les équipes le fait que vous ayez des doutes, le fait que vous espérez que ça va se passer de cette manière-là, mais que vous n'en savez rien et que personne n'en sait rien, c'est la réalité. Donc voilà, va falloir être en permanence un peu comme on aime le dire dans les startups, en test and learn au quotidien. Voilà, comprendre, analyser, regarder les produits. Peut-être que aussi ça va être intéressant d'avoir votre liste de produits et peut-être d'analyser quotidiennement. Est-ce que finalement les produits qui sont vos basiques toute l'année sont les mêmes que ceux qui sont consommés par les touristes pendant les JO? Ça sera aussi intéressant. Voilà, et au quotidien, essayez de vous adapter. Et pareil. Mais ça reste une fête. Ouais. Oui, c'est une fête. Et mais non, mais c'est important. Ouais, il faut parce qu'en fait, quand vous écoutez les médias, que vous lisez la presse, c'est anxiogène. Ouais. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on va avoir des touristes qui vont venir à Paris, des personnes qui sont là pour assister à des choses qui leur plaisent. Vous voyez, moi, je suis passionné de rugby. Quand je vais à Londres, à Twickenham, pour voir les Français mettre la pâtée aux Anglais, voilà, j'y vais, je vais pour faire la fête. Donc on va se faire des restos avec les potes, on boit des coups et on profite et on est enjoué et on va faire les magasins et on fait la fête. Les JO, ce qui va se passer, c'est ça en fait. Ouais. Voilà.
Puis les gens arrivent dans une démarche bienveillante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le truc comme les gens, ils arrivent effectivement dans un... C'est du pur loisir, quoi. Ils ne viennent pas travailler, ils ne sont pas en business, donc ils viennent quand même dans une optique de s'amuser. Donc il faut quand même aussi l'avoir en tête. Et je fais un petit aparté, on parle de tous les restos dans la zone, mais il y a aussi des restos qui vont être un petit peu en dehors, excentrés. Donc je ne sais pas qui ou ceux qui nous écoutent, mais on peut aussi capitaliser sur ça. Rassurer ses clients. Moi, je vois mon restaurant à Lille, on ne diffuse pas les matchs. Et au contraire, les soirs de match, on a plein de... Alors c'est très cliché, mais on a plein de femmes qui viennent dîner entre copines et tout parce qu'on ne diffuse pas le match. Donc on peut aussi prendre le parti, si vous êtes un restaurant de quartier un petit peu excentré, de dire nous, voilà, si vous voulez dîner tranquillement, loin de l'agitation. Tout le monde a un peu, je pense, quelque chose à en tirer pendant cette période. Mais effectivement, il faut le voir comme quelque chose à nouveau de positif. En vrai, je ne me fais pas de soucis ni pour toi ni pour vous que vous êtes là parce que ça prouve déjà que vous vous intéressez, vous vous informez. C'est tous les autres qui n'ouvrent même pas leur téléphone ou qui ne lisent pas un article. Pour nous, je ne me fais aucun souci en vrai. Parce que déjà, le fait d'échanger, de partager, de communiquer, de voir ce qui peut se faire ou pas, ça te donne déjà 1000 idées. Tu vas travailler encore, tu vas réfléchir à plein de choses. Donc, Pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.